Hey les amis, bonjour, ici Cédric à nouveau, ravi de vous retrouver dans ce podcast un peu particulier. Vous voyez que je ne suis pas tout seul, on est dans l'épisode 17 pour ce podcast qui s'appelle De 0 à 100 000 euros. Je vous rappelle le contexte. L'idée, c'est que je suis en train de démarrer une nouvelle activité sur les USA, un endroit où j'ai pas de liste de mail, pas de contact, pas de réseaux sociaux, j'ai rien. Je démarre donc moi-même de zéro et vous parcourez ce voyage avec moi. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Alex Boali. Merci Alex de te rendre disponible. Ça me fait plaisir. Alex est un entrepreneur du web spécialisé dans la santé et en particulier l'alimentation fonctionnelle, c'est comme ça que tu l'appelles, hein? Exactement ça. Alimentation fonctionnelle, et tu as aussi client illimité, c'est une autre activité par ailleurs, hein? Ouais. Ok. Alex est en tournée de conférence d'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que vous aurez la chance d'écouter ce podcast, mais il était en tournée de conférence en décembre dans les 5 plus grandes villes de la province du Québec. Alex a fait à peu près 5 millions d'euros en 6 ans. 5 millions de dollars canadiens en 6 ans, c'était ça le... On est rendu à 6, là, effectivement, 6 ouais. ans à peu près. Ouais. Ok, 6 ans. Et donc, il a tout un parcours d'entrepreneur. Donc, il est non seulement un kinésiologue spécialisé dans la nutrition, mais c'est aussi un homme d'affaires chevronné. Et j'avais envie de proposer ce défi à Alex que je vous offre aujourd'hui. Si tu avais la chance de recommencer de zéro, tu n'as plus de business, tu dois repartir de zéro et tu dois faire 100 000 euros, 150 000 canadiens, avec ce que tu sais déjà, mais tu n'as plus de business sur lequel t'appuyer et tu n'as pas vraiment de budget pour commencer, qui est un petit peu le contexte des gens qui regardent ce podcast. Donc la première question, c'est ça, c'est est-ce que tu resterais dans le même domaine? Est-ce que tu partirais sur une autre idée? Quels seraient les premiers éléments de contexte avant vraiment de rentrer dans de l'opérationnel? Quels seraient les premiers éléments de contexte que tu considérerais si tu devais repartir de zéro, ta business a fait faillite? Une chance que tu m'as averti d'avance, j'ai réfléchi à ça. Mais là, tu me dis que c'est pas obligé d'être dans le même contexte, tu vois. Je pense pas que c'est un gros élément, par exemple, cette affaire-là, dans le sens, le plus important, c'est clairement d'être dans un domaine qui nous passionne. C'est à peu près l'affaire qui est le dénominateur numéro 1. Mais après, je pense que ça change rien, parce que l'idée là-dedans, c'est le plus vite possible réussir à trouver une offre que le marché a le goût d'avoir. C'est ça qui peut être un test. Fait que là, si j'étais dans une problématique financière puis mon but c'était de redémarrer, ça serait stupide que je redémarre dans une autre industrie, dans mon cas, tu sais. Mais je pense à quelqu'un qui... Fait que il y a plein de détails que je vais essayer de donner pour ceux qui commencent peut-être de zéro vraiment. Fait que moi, c'est sûr que je recommencerai dans ce domaine-là. Je vais donner un exemple bien précis. On ne réalise pas au début, quand on se lance en affaires, à quel point on ne connaît pas les termes que les gens sont impactants pour eux dans ça. Fait que moi, je les connais. Je le sais que dans mon industrie, les gens, ils ont des problèmes à perdre du poids, ils ont fait du yo-yo pendant des années, il y en a qui ont des troubles digestifs, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'énergie. Je sais comment aller pointer directement ces problématiques-là, puis on l'a entendu mille et une fois. Je sais comment utiliser des mots qui vont faire en sorte qu'ils vont s'associer à ça rapidement, tu sais, dans le fond, puis ressentir la souffrance, l'inconfort, fait qu'on est capable de les faire cheminer vers l'avant. Donc ça, pardon, je te coupe, c'est un point super important. C'est que la première chose que dit Alex, c'est communiquer avec des mots, des termes ou des expressions que les gens vont se reconnaître en disant « c'est exactement ça ma vie », c'est probablement les conversations qu'ils ont dans leur tête à eux-mêmes, et que tu as dit c'est trouver rapidement un marché. Ouais. Et pas un besoin, ça on l'a déjà vu. Un besoin, c'est juste une douleur. Un marché, c'est qu'il y a un besoin avec la carte bancaire dans la main pour que les gens sont prêts à payer pour une solution. Ouais, il faut avoir un problème, accès aux gens. Si on n'a pas accès à communiquer avec ces gens-là, on est dans le trouble. Puis, comme tu dis, il faut qu'il y ait une capacité de payer. C'est ça, c'est ça. Et donc, si on trouve le meilleur programme au monde pour quelqu'un qui n'a pas d'emploi se trouve un emploi, c'est pas le meilleur payeur nécessairement, cette personne-là. Ouais, c'est ça. Et donc là, on était sur le sujet de trouver les mots. Et donc ça, tu as cette expérience, cette expertise. Je sais quels sont les éléments de communication que j'utilise pour que les gens se sentent concernés. Donc ça veut dire que si vous ne les avez pas, ces expressions-là, c'est important d'aller les chercher, d'aller les trouver. Parce que ça, ça permet de connecter avec la cible, avec l'audience. Je vais faire rapidement ce que je ferais si je redémarrerais de zéro, là, mais je ne suis pas certain que c'est le meilleur scénario pour tout le monde, mais je vais expliquer un peu qu'est-ce que je ferais dans ma situation. Personnellement, c'est sûr que je commencerai avec du marketing. Même si, là, tu sais, c'est nébuleux, là, tu dis les gens n'ont pas d'argent. Donc, ça signifie quoi, pas d'argent? Je considère qu'ils ont peut-être accès à un petit crédit. Moi, aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, j'aurais la confiance dans mon marché, pas dans un marché que je ne connais pas, de commencer de la publicité Facebook puis de savoir que je suis capable de la rentabiliser le plus rapidement possible. Ouais. Parce que je connais les termes, je connais les besoins, je connais l'offre, je créerai un produit. Puis mon but, c'est important de comprendre, ce ne serait pas d'être super à profit
pendant cette phase-là spécifiquement, ça serait de réussir à créer de la publicité. Mettons le fameux exemple d'un tunnel de vente que je mets 100 de budget, puis que j'ai 100 de revenus, je serais comme cool, là on a atteint de quoi? Parce que je vais réussir à avoir tout le temps des prospects pour mon offre après, puis je vais être capable de leur vendre quelque chose d'autre qui a plus de valeur. Fait que ça serait la chose que je ferais. Dans un marché que je ne connais pas, par contre, je vais probablement commencer à l'envers. Plutôt que commencer avec une petite offre de service et vendre en marketing, je vais plutôt aller probablement créer une offre, les fameuses offres high ticket d'abord. Puis parce que ça va me permettre d'entrer en contact avec des gens puis de créer c'est quoi ces termes-là. Ce qui veut dire que si, par exemple, on va donner l'exemple de client limité, tu le mentionnes. Client limité, je n'ai pas énormément d'expérience dans l'acquisition de clients entrepreneuriales. Fait que c'est que je mentor des entrepreneurs. J'ai démarré ça parce que c'est de l'eau. Je dis souvent que c'est rendu que l'entrepreneuriat me passionne plus que la santé elle-même. J'ai fait le tour de la santé de tous les sens, tous les côtés. C'est ce qui fait que je m'implique de plus en plus en tant qu'homme d'affaires dans mon entreprise plutôt qu'être coach. On délègue plus la job de coaching. Si je le fais dans ce domaine-là, je connais moins le marché. Ce qui fait que si j'étais temps plein dans ça, probablement que je m'arrangerais pour avoir des conversations avec des gens. J'essaierais. Et la seule façon de rendre ça rentable, c'est d'avoir une offre high ticket. Si tu vends quelque chose à 100, 200, 300, 400 euros ou dollars, c'est pas important. Puis tu te mets à faire de la vente plus au téléphone, rentrer en contact avec des gens sur Messenger, peu importe c'est quoi, c'est impossible que ça devienne lucratif. Tu vas passer 5 heures, 10 heures, 15 heures, trouver un premier client, à faire 300. Personne qui va vivre de ça, c'est impossible. Par contre, si je sais c'est où mes zones de talent à moi, puis où je peux contribuer, je vais rencontrer des gens, je vais voir c'est quoi leurs besoins, puis là, je vois si je suis capable de le faire, je vais probablement leur vendre littéralement n'importe quoi à prime abord, que je sais que je suis capable de les aider. Alors, quand tu dis n'importe quoi, ça ne veut pas dire des choses de mauvaise qualité, ça veut dire un produit, peu importe lequel. Ça veut dire que le premier produit, je vais être extrêmement investi dedans. Ce ne sera pas le plus payant. Je vais donner un exemple plus concret. Je parle, mettons, client limité, je rentre en contact avec des entrepreneurs, j'observe c'est quoi leurs difficultés. Et là, mettons, quelqu'un dit « j'ai vraiment de la misère à... Mes clients, c'est du yo-yo, je ne fais pas jamais le même revenu chaque semaine. » On réalise que c'est parce que son flot d'acquisition de clients n'est pas stable. Je vais réaliser, par exemple, qu'il n'est pas capable de faire de la publicité pour acquérir. Bien là, je sais que c'est ma zone de talent. Là, c'est parce qu'encore une fois, j'ai de l'expérience là-dedans, mais je vais y improviser une offre dans laquelle je vais faire « OK, cool, je vais t'aider. On va montrer une offre, je vais t'accompagner. » Et là, ça va être beaucoup de travail, cette phase-là, parce que je vais peut-être y proposer 5 000 pour l'accompagner pendant un nombre de semaines, 12 semaines, où je vais tout y montrer comment faire la publicité. Mais là, ça va être beaucoup d'heures de travail, ça va être beaucoup de qualité, mais j'apprends c'est quoi ses problèmes, qu'est-ce qu'il vit. Puis là, je vais pédaler. Là, ça va être dur parce que je connais pas tant le marché, je connais pas tant ses difficultés. Fait que je vais être surpris. Je sais c'est quoi qu'il va vivre, mais je vais être surpris. L'enseigner, ça va peut-être être plus dur que je pense. Puis après ça, plus je l'apprends à le connaître, plus je vais être capable de rentrer avec un deuxième. Puis j'ai déjà une offre qui existe, là, parce que je suis en train de la tester. Ce qui fait que mon premier client, dans la première semaine, je suis peut-être capable de me trouver un client qui va me payer 5 000. 5 000, bien, même si je mets 100 heures, c'est encore raisonnable comme revenu pour le temps de construire un programme. Puis pendant ce temps-là, je vais continuer de faire de la prospection, je vais peut-être en vendre un deuxième, je vais peut-être en vendre un troisième, puis je vais continuer d'essayer d'améliorer ça. C'est clairement de la façon que je commencerai, moi, personnellement, c'est en commençant en faisant de la vente d'abord. Pour ça, il y a plusieurs talents. Je trouve que c'est ça qui est dur et qui est ingrat dans la situation que tu mets ou qu'on veut le conseiller aux gens. S'il y a une affaire que je peux transmettre, c'est ce cam-là qui filme aux gens, c'est ça vous prend des habiletés, des compétences. Ce qui veut dire que vendre, c'est un talent. Moi, je l'ai fait parce que c'est moi qui vendais mes programmes au début dans Révolution Santé. Ce qui fait que je sais vendre. C'est moi qui ai créé l'offre dans Révolution Santé, je sais créer des offres. Puis quand on parle de créer une offre, moi, j'aime mettre tout l'accent sur le fait qu'on promet un résultat dans une offre. C'est ça que souvent les gens vont faire. Il y a un nombre de rencontres, c'est pas important. C'est pour ça que je dis que dans un téléphone, même si j'ai pas d'offre, la personne, je suis capable de vendre quelque chose à 5 000. Je vais mettre l'accent sur c'est quoi le problème qu'il a besoin de régler. Je vais y prouver. Ça vaut-tu 5 000 régler ce problème-là? Oui. Donne-moi 5 000, je vais te régler ton problème. Puis là, je vais faire tout ce qui est possible pour réussir à y aller. Je ne ferais pas ça dans une industrie que j'aurais pas de confiance, mais dans une que je l'ai, j'aurais besoin de le faire, cette confiance-là. Et qu'il y a plusieurs talents. Comme tantôt, j'ai dit en marketing, j'aurais tendance à rapidement aller en publicité. Puis je dirais là que même dans le domaine entrepreneurial, là, dès que je trouverais un petit quelque chose que je sais que je peux facilement aider les gens, c'est sûr que j'essaierais de créer un tunnel de vente qui crée un espèce de flow continu de revenus. T'sais. Une question pour toi, tu parles de publicité. Est-ce que tu conseillerais à une personne qui veut être thérapeute et qui veut vendre des séances de réflexologie, sophrologie, hypnose ou
comme entrepreneur, comment on dit ça? Entrepreneur Travailleur indépendant, autonome. travailleur autonome, vous dites ça chez vous? Solopreneur. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu conseillerais à ce genre de profil-là aussi d'aller se tourner vers de la publicité à un moment donné? Moi, je considère que tout le monde... En fait, plus simple que ça, au début, là, on n'a pas de personne. C'est ça qui est difficile. Moi, je pense que n'importe qui fait quelque chose pendant 5 à 10 ans, si tu travailles tout seul, tu n'as pas d'équipe, puis tu ne cherches pas à avoir 2, 3, 4, 5, 10 thérapeutes, si tu fais bien ta job, tu vas avoir un grand succès, tu vas gagner au-dessus de 100 000 par année facilement dans ta vie, puis probablement un bon équilibre de vie parce que ta réputation va grandir, tu vas avoir plus d'offres, tu n'auras pas plus de demandes, le prix va augmenter naturellement. Le problème, c'est que ça nous tente d'attendre 5 ans puis 10 ans à faire ça. Moi, c'est ça que je trouve décevant. Au Québec, je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, mais je sais qu'au Québec, on dit souvent qu'une entreprise, ça prend 5 ans avant que ça soit rentable. Chez nous, la réputation, c'est 3 ans. Ouais, c'est fou. Le fait que là, tu t'es comme, ça n'a aucun sens que... Puis je pense que c'est nous qui croyons ça, donc on établit des standards pour réussir à établir Absolument. ça. Ce qui fait que c'est pas génial. C'est pas je suis pas tellement d'accord avec ça. Je pense qu'on est capable de le faire autrement. Puis pour faire autrement, il faut réussir à avoir une méthode d'acquisition de clients. Puis les gens, ce qui ont de la difficulté à comprendre là-dessus, puis s'ils peuvent juste catcher ça, là, capter cette information-là, c'est important, c'est que, on va prendre l'exemple de la massothérapie, qui est un produit simple. Si tu, je vais mettre un chiffre rond, mais ça coûte 100 $ un traitement. Si tu fais de la publicité, inévitablement, il y a une partie de ce 100 $ qui est dépensée en publicité. C'est quoi ton coût d'acquisition de clients? Si ça me coûte 20 $ de publicité, ça veut dire que finalement, je vais réussir à mettre dans mes poches 80 $ du traitement. C'est banal ce que je dis là, mais la plupart des gens ne sont pas prêts à faire ce sacrifice-là. Avant, là, quand j'ai commencé un peu dans ma carrière à faire de la publicité pour des gens, puis j'étais bon là-dedans, j'aurais pas dû accepter ça, c'était une distraction à l'époque, mais je l'ai fait un peu. Ouais. Puis j'ai tout le temps le même problème que j'avais. C'est que les gens, ils vendaient un produit à 1000, puis là, ils sont comme, je vais faire de la pub. Puis là, je suis comme, cool, combien t'es prêt à mettre d'argent pour avoir un nouveau client? Puis là, c'est comme s'ils étaient comme, ben, je peux pas perdre de l'argent. Mettons, des fois, c'est des gens qui ont un produit. Nous, c'est facile, c'est du service. On n'a pas... Mais quelqu'un qui dit, moi, j'ai une machine à installer, cette machine-là coûte 800, il me reste juste 200. Là, je suis comme, cool, combien tu veux mettre de budget? Puis ils sont comme, j'ai presque pas de marge, je peux pas. Ben, comment tu veux qu'on fasse de la publicité gratuitement? Puis c'est pour ça, tantôt, je parlais du fait que moi, dans mon cas, dans le domaine de l'enseignement, par exemple, je vendrais un atelier. La question, c'est quel produit tu es prêt à sacrifier ou service tu es prêt à sacrifier pour réussir à avoir un client? Donc, dans le cas de la massothérapie, c'est un peu complexe, mais il y a plein de scénarios. Est-ce qu'on serait confiant de donner un massage à 50 % de rabais juste pour vraiment que les gens font « Wow, c'est toute une opportunité ». On revient avec l'exemple de 100 $, ce qui fait que là, finalement, tu tombes déjà à 50 $, c'est pas super. En plus, ça va peut-être te coûter 20 $ de publicité à avoir un client, fait qu'il te reste 30. C'est pas payant, mais est-ce qu'on a la confiance qu'après ce traitement-là, notre système est assez bon pour que je réussisse à aller chercher 500, 200, puis 1000? Puis une autre affaire dans le domaine du service que j'aurais tendance à donner d'emblée, c'est penser tout le temps. Moi, depuis que j'ai fait du high ticket, des offres, j'essaie de penser comment je suis capable de vendre mon service plus élevé. Ce qui fait que j'aurais tendance à dire, cette personne-là, j'apprendrai à vendre 10 massages après le premier traitement à 50 % plutôt que 1. Parce que là, la différence, c'est que ça vient de me coûter... Imaginons qu'on va mettre un pire scénario. C'est 100 $ mon traitement, puis ça me coûte 120 avoir un nouveau client. Fait que je perds 20 $ à chaque nouveau client. Bien, mon prochain client, si j'y revends un autre massage après de 100, c'est long avant d'être rentable. Si je réussis à le convaincre que son problème, ça va y prendre un traitement régulier, puis qu'il a besoin d'en payer 10 d'avance, puis que ça va être 1000 ou je donne un rabais à la limite, mais là, ça vient de me coûter moins 20 pour vendre 800. Là, c'est payant. Mais si ça me coûte 20 pour vendre 100, là, c'est vraiment pas payant. C'est ça l'idée de l'offre aussi qui est plus lucrative en parallèle. Mais c'est certain que quelqu'un qui veut faire de la publicité, il faut qu'il réfléchisse à c'est quoi que je suis prêt à sacrifier. Il ne peut pas avoir de l'acquisition de clients sans sacrifier une partie de revenus ou du temps. Mais du temps, ça revient à être de l'argent ultimement. Parce qu'un jour, tu vas peut-être déléguer à quelqu'un qui fait du marketing ou quelqu'un qui fait de la vente. Il va falloir que tu le payes. Ça va se tourner éventuellement en argent. Fait que ça, c'est un des angles qui est difficile. Ce qui fait que nous, en ce moment, dans Révolution Santé, je pense qu'on dépense comme 60 000 en publicité par mois. C'est sûr, c'est des gros chiffres d'affaires, fait que c'est autre chose, mais qui génère environ 70 achats par jour. Puis le but, c'est, on n'a pas d'objectif de profitabilité sur ces produits-là. On veut juste qu'il y ait des gens qui rentrent dans notre univers. Puis après, on va essayer de les convertir dans quelque chose qui est... On va cibler leurs besoins, on va cibler leurs problèmes, puis là, on va leur vendre quelque chose qui est plus complet.
Et là, c'est là que ça devient lucratif, pas dans le premier. C'est ça. Donc, ce que je pense qui est vraiment important de retenir ici, ce que nous dit Alex, c'est que, en fait, l'acquisition du client, c'est soit vous allez passer des années à faire de la communication et des publications sur Facebook, qui est déjà toute une affaire pour la plupart des gens qui ont du mal à se rendre visibles, qui ne savent pas quoi écrire, qui ne savent pas par où commencer. Si vous faites de la pub, rapidement, vous allez vous retrouver avec donc une notion de coût d'acquisition client. Mais ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est pas ça me coûte 20 pour avoir un client qui me rapporte 50, donc il me reste plus que 30 et je ne peux pas vivre avec ça. Parce que la bonne nouvelle, c'est que vous n'allez pas vendre juste une séance ou pas juste un produit à ce client-là, mais c'est la première vente finalement que vous payez. Et pour le reste, c'est de la fidélisation sur les séances d'après, les produits d'après, les accompagnements qui suivent, etc. Donc, c'est vraiment de considérer que le client a un chemin a une durée de vie chez vous de plus que juste un achat. Et là, d'un seul coup, vous avez une perspective qui est différente. Et là, vous pouvez vous dire, OK, même si je perds de l'argent, comme tu disais, ça me coûte 120 pour avoir une séance à 100 $, 100 €, bah, c'est pas grave, parce qu'en fait, vous êtes dans une logique de qu'est-ce que je lui vends après, mais ça demande d'avoir anticipé un petit peu ce processus-là. Dans le fond, il y a une valeur qui existe pour ça, ça s'appelle la valeur à vie du client. Ouais. Ça, c'est n'importe qui, disons que j'achète ton entreprise demain, la première chose que je vais dire, c'est ça. Ça te coûte combien avoir un client, c'est quoi la valeur à vie d'un client? La valeur à vie, ça détermine c'est combien il va dépenser dans toute sa vie. Ce qui fait que s'il dépense chez nous, les gens vont trouver ça fou. Là. Dans le domaine de la santé, la plus grande valeur à vie, c'est pas la moyenne, mais la plus grande valeur à vie d'un client, là, je pense que c'est comme 11 000. Ce qui fait que là, c'est fou quand tu dis ça. Fait que finalement, dépenser 100 $ pour avoir un nouveau client, on s'en fout si tu réussis à avoir une adhérence puis que les gens restent puis qu'ils achètent tes services parce que tu leur offres un bon service. Fait que c'est vraiment énorme. Puis c'est là qu'on se retrouve à faire vraiment beaucoup de profit sur cette fidélisation-là. Puis ça change vraiment beaucoup la perspective. C'est impossible. Mais Russell Brunson, un entrepreneur américain, tu connais peut-être, il disait, c'est pas de lui qu'il disait, je l'ai entendu de lui, mais je sais que ça vient pas de lui, mais je sais pas la source d'origine, mais il disait, la personne qui est prête à payer le plus cher pour un client, c'est toujours lui qui gagne. C'est ça l'idée d'avoir de la profondeur, d'avoir de la fidélisation. Ouais. C'est que, justement, il y a une compagnie à quelque part dans le monde qu'eux autres, ils vont dépenser une quantité, peut-être 2 séances de perte de revenus parce qu'ils savent qu'ils vont avoir de la retenue après. Ou ça peut être de vendre autre chose, hein, ça ne veut pas dire de vendre le même service. Mettons, j'achète un massage, ça peut être aussi que sur place, tu me loues une robe de chambre, tu m'upselles un autre traitement. Hey, tu veux-tu aussi qu'on te fasse un traitement de pied qui est une crème machin? Fait que finalement, je suis là, puis j'arrive à 50 % de rabais, puis tu réussis à me le vendre pour 120. Ça peut être toutes ces sources de solutions-là. Là, les champions de ça, c'est The Body Shop. Tu es déjà rentré dans The Body Shop? The Body Shop, le magasin de crème là. Ça, c'est génial. Tu rentres, il y a des rabais partout, tu achètes une crème, puis en fait, tout de suite, la vendeuse t'amène sur une autre parce que du coup, tu as une offre. Et puis en fait, si tu as une troisième machin, tu es parti pour rentrer dans le magasin, profiter d'un rabais de 30 %. Tu es reparti, tu as mis 80 € de produits. Ils sont excellents parce qu'ils t'attirent avec un rabais. Mais d'un seul coup, comme ils savent qu'il n'y a pas de durée de relation, ils savent qu'ils ont une fenêtre de tir pour te vendre un maximum de produits. Mais les amis, c'est vraiment important que vous compreniez ce dont nous parle Alex depuis le départ, c'est de la vente. C'est les premiers mots qu'il a prononcés, c'est « je vais aller essayer de vendre quelque chose ». Parce que communiquer, ce n'est pas de votre métier. Votre métier, c'est de vendre et de livrer. Communiquer vous sert à vendre. J'avais une conversation avec mon directeur marketing. Mon directeur marketing a été, je ne sais pas si c'est le terme que vous utilisez chez vous, mais c'est un directeur. Il était conseiller en sécurité financière, vend des assurances, vend des assurances vie, et puis des produits de placement. Mais là, aujourd'hui, il fait du marketing. Puis on parlait justement, j'y parlais des difficultés que j'avais avec certains entrepreneurs qui commençaient. Puis on se posait la question, lui, il essaie comment on essaie de se positionner dans le coaching. Puis il est comme, c'est quoi la chose la plus importante que quelqu'un a besoin de développer dès le départ? Puis les deux, on a dit comme, c'est de faire de la vente. C'est la première affaire qu'il a besoin de faire. Parce que même du marketing, c'est de la vente de masse. C'est un peu ça, mais c'est la même affaire. Fait que c'est cette capacité-là à justement trouver un problème, réussir à le verbaliser, faire comprendre à l'autre qu'il y a un problème, puis réussir à le résoudre. Je voulais ajouter aussi, tu as amené un point important tantôt avec Facebook, puis les gens qui créent du contenu sur Facebook et qui font pas de publicité, c'est qu'il faut réaliser que les réseaux sociaux, ça l'est de moins en moins, mais les réseaux sociaux, c'est souvent une boîte fermée. Je donne ça comme image parce que si tu prends 100 personnes, tu les mets dans une boîte, je te dis qu'il faut que tu trouves 1000 clients cette semaine, mais je t'enferme dans la boîte, tu ne peux pas trouver ça. Puis les gens, souvent, c'est ce qu'ils font. Ce qui fait qu'ils sont comme, non, mais je suis présent sur les réseaux sociaux, ils ont 125 amis, 500, peu importe c'est combien,
Là, ils aspirent à faire 1 million, puis tu es comme, ben, c'est impossible que tu monétises 500 personnes à 1 million. Il faut qu'il y ait un moyen d'entrée. C'est ça qui est important. Donc, ça prend des gens qui passent de inconnus, dans le sens, tu es un inconnu, sont inconscients de ton existence, à conscient. Puis après ça, quand il faut que ils passent de conscient à, j'appelle ça tes contrôles, il faut que tu aies un point d'attention avec eux autres. Souvent, ça va être une liste de courriel ou abonné ou quoi que ce soit. Puis après ça, il faut que tu travailles sur ça pour réussir à les convertir. Si tu fais, il n'y a jamais personne qui te découvre, tu n'es pas en croissance. C'est que tu as besoin de ça en tout temps pour réussir à cheminer. Et la plupart des gens postent sur leurs réseaux sociaux en espérant un miracle. Ben, ouais, c'est ça, qu'il y a 10 000, 100 000, mais ça ne se passera pas. Il faut qu'il y ait des inconnus qui te découvrent et qui s'abonnent. Ouais. Ça fait que, mettons qu'on essaie de garder ça simple. Le nombre, c'est un peu vague, là, mais le nombre de, j'ai dit qu'on veut passer de inconscient à conscient, ça, c'est juste le fait de, c'est du brand awareness, la conscience d'une marque, ce qui fait que je ne savais pas que tu existes, aujourd'hui, je sais que tu existes. Mais c'est pas grand-chose, mais c'est déjà un premier pas. On pourrait l'identifier avec les réseaux sociaux. Des fois, on est capable de voir le nombre de personnes atteintes, un genre de truc comme ça. Mais ça reste très vague. Ce n'est pas une vraie donnée. La deuxième valeur qu'on veut... Puis ça, on devrait en avoir des nouveaux chaque semaine. T'sais. Après ça, l'autre, c'est combien tu as de nouveaux abonnés, que ce soit dans ta liste de courriels, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit un numéro de téléphone dans ton calepin. Ce n'est pas important, mais ça te prend un moyen de communication avec ces gens-là. Si tu n'en as pas à chaque semaine, tu n'as pas une méthode d'acquisition de clients. Puis après ça, combien dans ta liste sont devenus des clients? Il faut réussir à remplir ça. Toutes les semaines, il est supposé y avoir du monde qui rentre dans chacune de ces étapes-là. Puis c'est ça qui crée le flow d'avoir des clients constants. Ouais. Il y a vraiment cette croyance qui tourne chez beaucoup d'indépendants qui démarrent en se disant, ben voilà, je vais créer un site web, je vais avoir une carte de visite, puis après, je suis prêt à partir en affaires, et puis je publie sur mon Facebook, hey, mon nouveau site web est sorti, allez prendre rendez-vous. Puis il n'y a pas de rendez-vous. C'est ça. Parce qu'il y a tout un processus en fait, où les gens vont avoir besoin de découvrir que vous faites ce que vous faites, d'aimer ce que vous faites, et puis ensuite d'avoir confiance en ce que vous faites. C'est vraiment le know, like, trust. Donc c'est connu, aimé, choisi. C'est 3 étapes que les gens ont besoin de traverser. Même s'ils vous connaissent déjà, ils ont besoin d'aimer ce que vous faites et ensuite de faire confiance avec leur argent, de voter pour vous avec leur carte bleue au lieu de leur carte d'électeur. Mais c'est littéralement un processus qui est linéaire et qui est à suivre. Et c'est certain que moi, si je devais recommencer de zéro, je démarrerais de la pub directement. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire de la publicité Facebook ou tout autre. C'est pas important. Puis moi, ce que j'aurais tendance à dire qui est le plus important avec la publicité, c'est surtout soyez conscient de la valeur de chacune des personnes que vous récoltez. Moi, mettons, là, le défaut que j'ai dans la grosseur d'entreprise que j'ai, c'est que si j'ai 70 acheteurs par jour, c'est super difficile d'accorder de la plus haute importance à chacune de ces personnes-là. C'est ça notre but, on a une équipe de vente, puis leur mandat, c'est de communiquer avec tout le monde à l'intérieur de 24 heures, ce qui est comme un gros mandat. Mais puis là, probablement que les gens qui nous écoutent en ce moment font pas ça. Au début, c'est ça qui est important. Souvent, on fait de la publicité, disons que je veux un petit atelier quelconque, comme nous on le fait, puis je veux être rentable, ça se peut que tu sois pas rentable, c'est pas grave. Là, ce qui est important que tu comprennes, c'est la valeur des gens qui sont rentrés dans la machine. Fait que appelle-les, fais n'importe quoi. Dans le fond, quand tu n'as pas un gros volume, l'avantage que tu as par rapport aux grosses machines, c'est que tu es capable d'avoir vraiment de la personnalisation, rentrer en contact avec les gens, leur parler, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi tes difficultés, cool, puis voir si tu es capable de leur vendre quelque chose d'autre. Fait qu'on retombe dans le processus de vente. C'est juste ça prend des prospects, d'abord une liste de gens qui sont intéressés là-dedans. Puis techniquement, après, la publicité, elle ne devrait plus jamais arrêter. Si c'est rentable, même si c'est après toi qui fais des appels, dans un futur quelconque, tu devrais continuer ta publicité puis trouver quelqu'un qui est capable de faire le travail que toi tu fais. T'sais. C'est supposé être assez lucratif pour réussir à faire ça. Je peux sentir d'ici, les amis, que vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais la publicité, j'ai pas envie, est-ce que c'est vraiment obligatoire ?» Je vous prends un exemple. Si vous allumez la radio ou si vous allumez la télévision, est-ce que toutes les 20 ou 30 minutes, il n'y a pas des fenêtres d'images et de sons qui sont de la publicité? Bien. C'est des millions qui sont encaissés par les chaînes de publicité pour diffuser la publicité de leurs clients. Par jour, ils encaissent des millions d'euros, des millions de dollars par jour pour diffuser de la publicité à grande échelle. Est-ce que les entreprises qui payent cette pub, est-ce que ça serait pas une bonne idée de se dire que c'est rentable pour eux, sinon ils ne le feraient pas? Donc si c'est rentable de payer des millions, je crois que, à leur échelle, je crois que c'est intéressant d'imaginer mettre un budget de 50 ou 100 euros par jour de budget d'acquisition client qui fait partie de vos charges d'entreprise et qui sont... Alors, vous pouvez commencer avec 5 euros par jour, ce n'est pas un problème de mettre beaucoup d'argent au départ,
surtout le temps de le tester. C'est l'avantage de Facebook aujourd'hui, c'est que les réseaux, je dis tous les réseaux sociaux, tu peux littéralement aller sur Facebook, mettre 5 $ par jour. Appelle la télé ou la radio, c'est des gros chèques qu'il faut que tu sortes dès le jour 1. C'est bien plus effrayant. Fait que tu es capable d'apprendre dans ce processus-là. Ouais. Moi, dans toute ma vie, j'ai jamais considéré que j'étais quelqu'un d'optimiste dans la vie, puis j'essaie d'avoir tout, par exemple, mais j'ai jamais considéré qu'une fois, j'ai fait une campagne publicitaire qui était à perte. Ça va arriver souvent que je vais avoir été légèrement à perte, comme là, si tu regardes juste ça, ou arriver à zéro. Mais quand tu réalises le nombre de personnes qui t'ont vu, qui ont entendu parler de toi, le nombre de conversations que ça a créé, toutes les retombées collatérales qu'on n'est pas capable de monétiser, j'ai jamais considéré. Là, aujourd'hui, on est dans une grande entreprise que j'ai quelqu'un qui gère une campagne. Son salaire, techniquement, je le paye en partie avec la rentabilité de la campagne. Ça fait que tous les jours, on a les rentabilités de toutes les campagnes, c'est autre chose. Mais au début, c'est pas si grave que ça. Mais il faut être conscient qu'il y a tellement de retombées, il faut en profiter un peu pour réussir à faire ça. Je dirais aussi aux gens, si vous aspirez à avoir une grosse entreprise, je vais le dire dans le calme, si vous avez aspiré d'avoir une entreprise qui a plusieurs employés, investissez du temps pour apprendre ça. Ça va vous servir. Si vous voulez juste être solopreneur, il existe des agences qui font du très bon travail pour solopreneurs. Souvent, les solopreneurs, ils ont des meilleures marges de profit. Parce que moi, par exemple, le solopreneur, il n'a pas besoin de payer un local, il n'a pas besoin de payer de directeur. Tu sais, moi, j'ai un directeur des ventes, un directeur marketing, un directeur des opérations. Ces salaires-là, c'est mes plus gros salaires d'entreprise, puis je n'ai aucun revenu. Fait que qu'est-ce qu'ils payent? Ben, c'est que je ne peux pas prendre une partie de mes profits et les donner à une agence parce que ces salaires-là, ils me chargent super cher. Ben, c'est pas super rentable. Je vais avoir un employé, on va le former, puis ça va être un petit peu mieux. Mais les solopreneurs qui ont des entreprises qui veulent faire de la publicité, c'est une façon qui peut fonctionner aussi. Puis il y a même certaines agences qui vont accepter de te montrer ou d'apprendre dans le processus pour qu'éventuellement tu deviennes autonome. Mais je pense que c'est une des... En tant qu'entrepreneur, il y a une science là-dedans. Il faut comprendre c'est quoi cette science-là, qui est la publicité, qui est la vente. Il faut passer à travers le processus puis devenir meilleur. C'est juste ça. Donc c'est ça les amis, je pense que c'est vraiment important et je crois indispensable de réaliser que l'acquisition de prospects, la vente et savoir faire des offres pour poursuivre le cycle d'achat et le durée de vie client chez vous sont des compétences indispensables à acquérir dès le début de votre trajectoire entrepreneuriale. Ça va vous servir tout du long du reste de votre carrière. Et sans ça, ça reste selon moi vraiment du fantasme de vouloir bosser juste en organique. On peut faire des choses intéressantes, mais ça va prendre énormément d'efforts, énormément de compétences de communication et de marketing dans tous les cas. Et de toute façon, même tout ça, les gens ne vont pas se précipiter sur des offres à 5 ou 10 000, ils vont avoir besoin que vous leur vendiez. Donc, je crois que ça va être un petit peu le résumé des thèmes qui ont été abordés aujourd'hui. Si je devais repartir en business demain avec plus d'entreprises, de la pub, du high ticket, donc c'est des ventes de produits à haute valeur ajoutée. On est sur des plusieurs milliers d'euros ou de dollars par programme ou par accompagnement client. Qu'est-ce que j'ai oublié qui ont été les thèmes qui ont été abordés? C'est quand même... Ben, le dernier, en lien avec la valeur à vie du client, parce que c'est ce qu'on établit, c'est pas juste de faire une offre high ticket à haute valeur, comme tu as dit, c'est plus de se dire comment je suis capable de tout. Quand tu as un client qui finit n'importe quel d'utiliser tes produits ou tes services, c'est un peu ton obligation d'entrepreneur puis il a vécu une bonne expérience, de voir si tu es prêt à te proposer autre chose. Et puis si tu le fais pas, ils vont te le demander de toute façon. S'ils sont contents, c'est hey, comment on continue? Exact, en plein ça. Fait que ça peut être effectivement, comme tu dis, comment on continue, ça peut être un abonnement, quelque chose qui se renouvelle automatiquement. Puis ça peut être aussi quelque chose d'autre, une prolongation, quelque chose de complémentaire. Fait que ça dépend des fois d'avoir quelque chose de plus, ça l'ajoute de la logistique, puis ça peut être complexe. Ouais. Nous, nos offres, c'est ça, c'est pour faire de l'acquisition marketing, il y a des petits ateliers automatiques. Il ne fait pas tellement de profitabilité là-dessus. On a du coaching comme en format tout inclus que pendant une durée de 3-4 mois environ. Puis quand ils terminent, notre dernier programme, on leur propose encore une prolongation. Puis celle-là, ils peuvent la renouveler à l'infini, justement. C'est un format un peu hybride où on recycle, on réutilise notre programme juste avant. On a déjà des périodes de questions, on a déjà des coachings, donc ils gardent l'accès à tout ça. Plus, on essaie de leur donner des petites pépites de plus qui leur donnent l'impression d'être les VIP du groupe d'une certaine façon. Puis ça tourne en boucle. C'est ce qui fait que on réussit à atteindre une valeur à vie d'à peu près 11 ou 12 000 $ pour un client maximal jusqu'à présent. T'sais. Puis ça va continuer de croître parce qu'on est une entreprise qui est jeune. Fait que les renouvellements, s'ils renouvellent une autre fois, cette personne-là, elle va être à 15 000 l'année prochaine. Fait que c'est ça qu'on va essayer de créer. Puis c'est là que ça devient vraiment prospère parce qu'un client qui te donne 4 000 de plus pour un an, c'est énorme si tu continues d'acquérir des clients, si tu continues.
C'est juste que ça continue de faire des revenus en arrière dans ton entreprise. Donc, il faut vraiment réfléchir autrement que juste combien ça me coûte d'avoir vite un client pour vite rentrer 100 € dans ma poche. Je pense qu'il faut réfléchir un tout petit peu à plus long terme, ce qu'on a vu avec Alex. Voilà les amis, j'espère que vous avez pris des notes. Si ce n'est pas le cas, réécoutez ce podcast du début. Je me réjouis à l'avance que vous ayez des belles prises de conscience à cet endroit-là. Je ne peux pas encore vous annoncer ce qu'il y aura dans le podcast numéro 18. J'ai la ferme intention d'avoir un autre invité, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Je ne vais pas m'engager sur... Parce qu'après, je vais cramer la fin de ce podcast avec un nom que je ne pourrais pas assurer. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. J'espère que vous avez pris des notes. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions s'il y en a. Vous savez que les coordonnées sont à proximité de cette vidéo ou de cet audio. Vous avez mes coordonnées ou le champ de commentaires pour me poser vos questions. Alex, merci beaucoup pour ton temps. Ça fait plaisir. Et on a encore perdu une caméra, donc il est temps vraiment d'arrêter ce podcast. Exact. À bientôt, merci. Bye.